Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs ou simples curieux, bienvenue. L'émission Dans le Champ vous invite à suivre cette fois-ci un numéro consacré à un thème où la succession d'images accompagnée d'une partition musicale convergent tous deux vers un même but, créer une émotion, parfois inexistante par le simple jeu des acteurs ou difficilement perceptible à la lecture d'un scénario. Dans le Champ est à l'écoute d'un métier pas comme les autres, celui de compositeur de musique de film. Action! Qui n'a pas en tête une mélodie ou tout simplement fredonner quelques notes pour se rappeler le titre oublié d'un film? En écoutant ce petit morceau, ça vous dit rien? Si, bien sûr, le film de Francis Ford Coppola, Le Parrain, une musique composée par Nino Rota. Et là, un classique du genre, la Marche impériale, composée par le fameux John Williams pour la saga Star Wars. Allez, un dernier morceau. Deux indices, harmonica et l'Ouest américain. Bien sûr, le chef-d'œuvre de Sergio Leone, le tout orchestré par la musique d'Ennio Morricone. Leonard Bernstein, Maurice Jarre, John Barry, Hans Zimmer ou Safi Boutella. On peut passer des heures à citer les grands noms qui font l'unanimité dans le monde musical consacré au cinéma. Mais les plus intéressants, de parler de l'apport de cette sonorité au 7e art. Commençons par le début. Et pour cela, un petit rappel historique s'impose. N'est-ce pas, Salim? Le cinéma est né muet, donc il n'y avait pas de parole, il n'y avait pas d'effet, il n'y avait pas de bande sonore. On projetait des films et on jouait de la musique. Et souvent c'était de la musique vivante, donc soit des petits orchestres, ou soit des pianistes qui improvisaient ou qui carrément composaient. Jusqu'au film du chanteur du jazz, on a commencé à avoir une bande sonore. On a eu la période du Mickey Mousing. C'est une tradition de composition qui fait référence au premier film de Walt Disney où la musique fait exactement ponctue l'action. C'est pour ça qu'on dit Mickey Mousing. Ce qu'on a assisté après, Joe Williams, bien sûr, le tandem inséparable avec Spielberg, c'était aussi, on peut pas voir Les Dents de la Mer ou Superman ou La Guerre des Étoiles et tout ça, on ne peut pas les voir sans la musique de Williams. Et pareil par rapport à Hitchcock et Bernard Herrmann, c'est-à-dire tu as des scènes où sans la musique c'est une scène banale, il y a une dame qui va ouvrir la porte mais c'est les cordes en aigu, les violons en vibré, les trémolos trépidants de Bernard Herrmann qui donnent ce suspense et cette qualité qu'on peut voir dans le film Psychose par exemple. She just goes a little mad sometimes. On l'aura compris, avant de devenir un genre à part entière, la musique était simplement fonctionnelle. Elle accompagnait une action ou une humeur. Par la suite, la technique du leitmotiv, proche de l'univers de l'opéra, fut non seulement une source d'inspiration, mais un code de conduite, et ce, jusqu'à l'heure. Une mélodie associée particulièrement à un élément du film. Bien sûr, il existe d'autres procédés. Le musicien ou le compositeur n'est pas censé assister au tournage. Généralement, on travaille sur un scénario d'abord. On est contacté, on aime notre musique, on a vu notre travail dans un film. Donc on est contacté, on a le scénario, on commence à
à proposer des idées, voir un petit peu une certaine idée de la musique, un certain rôle et certains moments. Là où on sent vraiment qu'il y a la musique, selon le scénario. Après, c'est surtout le montage ou le pré-montage final qui donne vraiment la substance, ce qu'on appelle l'ours. Et là, on commence à travailler avec le réalisateur. Quelquefois, c'est le réalisateur qui demande aux musiciens. On a vu ça, le cas de Fellini et Nino Rota, où il lui demande d'écrire de la musique et l'enregistrer bien avant le tournage. Mais souvent, la musique vient après. Donc, quand on a le montage, on peut commencer à travailler sur la musique. Donc là, soit il y a des cas de figure, donc soit on a un réalisateur qui a une idée très claire de ce que veut faire la musique dans son film, donc soit il a une idée, on va dire, conceptuelle, soit il a des inserts, ce qu'on appelle les time tracks. C'est des musiques choisies d'autres films ou de musique universelle, ou que le compositeur les met comme ça pour donner une idée, d'abord pour lui, pour l'aider à faire le montage et donner un rythme au montage, et puis aussi pour donner une idée au compositeur. Sur Bumblehead, j'étais surtout sur une histoire. Presque, je la sentais histoire personnelle ou générationnelle, parce que nous, enfants de l'indépendance, on a eu le récit de l'histoire. Et c'était de quelle façon je veux voir, moi, Bumblehead. Est-ce que je vois en Bumblehead je sais pas, une sorte de Rambo algérien, ou Bumblehead quelqu'un de penseur. Et la musique, justement, elle se définissait par rapport à cette image et ce regard que j'ai sur ce personnage. C'est pour cela que j'ai opté vers une musique plus j'allais dire, plus humaniste. C'était des musiques, c'était pas des musiques de guerre, il n'y avait pas de rythme, il n'y avait pas de la caisse claire comme on le trouve dans la bataille d'Alger. Non, moi je voulais que ce film arrive au maximum des gens et que ce récit d'histoire ne devienne pas un récit de film de guerre, mais un film de cause. C'est pour ça que j'ai vu en Bumblehead un protagoniste de l'histoire de la Révolution, et je me suis basé sur son récit intime, donc son histoire avec sa femme, sa séparation avec son fils, son évasion de la prison El Koudia et tout ça. Donc, voilà le côté que je voulais voir. Action! Mesdames et messieurs les représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie, chers invités, nous voici pour la 8e année réunis autour de cette merveilleuse aventure du cinéma, devant cet écran qui n'est qu'une toile tendue, mais que la magie du 7e art peut transformer en une ville, en une montagne, un désert ou un océan. Nous voici ensemble car le cinéma possède ce pouvoir et ce talent de susciter sur une très vaste échelle la rencontre, l'échange et le partage. Ce festival est dédié aux films engagés. Et quand nous parlons de films engagés, nous pensons tout simplement au bon cinéma. Car au-delà des idéaux et bien loin de toute propagande, tout film de qualité, porteur de sincérité dans ses contenus et porteur d'art dans ses formes, saura exprimer la condition humaine dans ses douleurs comme dans ses joies et ses espoirs. Monsieur Mustapha Nedjaï et Madame Myria Santis. Jean-Marie Gigon et David Murphy.
2009, j'avais fait un spectacle pour la clôture du festival panafricain qui s'appelait Mama Africa, et dans lequel il y avait une petite période dans laquelle je suis allé chercher ce que disaient les grands leaders africains. Quand ils disaient pour nous le combat, c'est un engagement culturel. J'ai dit ici en 1960, le combat était une forme de culture. Alors en 2009, la culture est une forme de combat. Ça s'est renversé. Aujourd'hui, la guerre, elle est de moins en moins conventionnelle. Elle est de plus en plus économique, mais surtout culturelle. Un cinéma engagé, c'est juste un cinéma qui est engagé dans des valeurs d'humanisme. Parce qu'on vit une accélération du monde dans laquelle l'humain est de plus en plus sorti de l'équation. C'est bien que le cinéma engagé nous resitue dans notre nation, dans notre culture, dans notre passé, dans notre histoire, dans notre héritage. Parce que n'importe qui aujourd'hui allume son téléphone et se met sur Internet et devient un citoyen du monde. Mais avant d'être citoyen du monde, et pour être un bon citoyen du monde, il faut être un citoyen de chez soi déjà. Pour moi, c'est ça le cinéma engagé. Il est venu me dire, voilà, c'est la lettre. Sabana venait d'être exécuté. Alors est-ce que c'était le jour même ou le lendemain, je ne sais pas. d'Alger, il pense avec